Mes amis, bien le bonjour. Alors, pardon, je vais juste planquer ça, n'est-ce pas, avant qu'on commence la vidéo. Oui, je voulais vous dire un truc. En fait, ces derniers temps, il y a une véritable accélération de la violence contre la personne en France. On a l'impression que la criminalité devient complètement hors contrôle. Il y a quelques éléments clés qui, lorsqu'ils se manifestent dans une société, montrent qu'on est sur le point vers une bascule dans l'ultra-violence. Une violence qui va, qui va faire rejoindre les pires États, par exemple, d'Amérique latine, avec des gangs qui sont capables de tout. Alors, je vous raconte. Récemment, il y a à peu près une dizaine de jours, il y a le père d'un gars qui fait de la crypto qui a été enlevé. On a enlevé le père pour faire pression sur le fils qui fait dans la crypto. Parce que ce dernier, ben, on savait qu'il avait de l'argent en portefeuille, donc on voulait l'obtenir. Il faut savoir que la crypto, c'est pas comme l'argent liquide. Parce que un des grands problèmes de tout temps des ravisseurs, ça a été comment obtenir la rançon. Avec l'argent liquide ou la banque, c'est pas possible. Tu peux pas kidnapper quelqu'un et puis demander qu'on t'envoie un PayPal ou envoyer un RIB. C'est pas possible. Le problème, ça a toujours été l'échange. Donc, avec la crypto, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une transaction, c'est irréversible. Et puis, bon, c'est très difficile à traquer. Ça va de porte-monnaie en porte-monnaie. Ça se termine quelque part, on sait où. Et puis c'est disparois, fini, terminé, ventilé. Ceci, bien entendu, encourage les criminels à dépasser toutes les limites. Donc, on a eu ça. Hier, un autre cas, un autre dossier, où on a tenté d'enlever deux personnes. Des personnes liées encore à la crypto, des gens qui font dans la crypto, on a voulu les enlever, on a ramené un fourgon, probablement un fourgon volé, semble-t-il, c'était un fourgon de Chronopost. Donc le fourgon était volé, et puis l'homme, la femme étaient au sol, accrochés l'un à l'autre pour faire un poids très lourd pour ne pas se laisser entraîner, parce qu'ils ont eu le bon réflexe, parce que si c'était mis sur leurs pieds ou autre, on les aurait poussés, on les aurait traînés vers le fourgon. Mais comme ils se sont mis au sol, ils sont accrochés l'un à l'autre, eh bien la seule manière de les emmener au fourgon, c'était de les soulever. C'était de les soulever, les deux, tels quels, et les ramener dans le fourgon. Et là, ils n'avaient pas assez de main-d'œuvre. Les gens ont regardé, personne n'est intervenu. Il y a un gars qui est intervenu, il s'appelle Nabil, je crois. Il est intervenu avec un extincteur, et il a réussi à faire fuir les ravisseurs. Mais aujourd'hui, en plus de ça, vous avez la passivité des gens. Ça signifie qu'il y a un crime, tout le monde regarde, personne ne s'en mêle. C'est quelque chose qui est en train de formater la société. Pourquoi? Parce que si vous vous mêlez d'un crime, on peut potentiellement porter plainte contre vous. C'est pareil en France, c'est pareil au Royaume-Uni. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, il a été attaqué par un voleur armé d'un couteau. Il a été attaqué par un voleur qui voulait lui prendre son argent et son téléphone. Il a réussi à maîtriser le voleur. Eh bien, la police est venue, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté la victime. Ils ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire justice vous-même, vous l'avez violenté, tout ça. Mais il avait un couteau, il a failli me taper. Oui, mais bon, voilà, il faut vous laisser, voilà, il faut le laisser travailler. Et puis après, vous nous téléphonez, ou bien si vous êtes mort, ma foi, bon, votre veuve fera les démarches nécessaires. Elle portera plainte, et puis nous, on instruira l'affaire quand on aura le temps. Je vais dire, c'est complètement hérissant. Rajoutez à cela un autre élément qui vient se mettre et rajouter une couche un petit peu de sinistre à cette histoire, qui montre que le pays est doucement en train d'échapper au contrôle, c'est l'affaire Kardashian. L'affaire Kardashian est jugée en ce moment. Bon, la femme est venue, elle a porté, paraît-il, plusieurs millions de dollars de bijoux sur elle. Je la comprends, parce qu'elle a été attaquée à Paris, et puis elle a été prise en otage. Peu importe, vous savez, moi je regarde pas ces gens, je les porte pas spécialement dans mon cœur et tout. Vous savez ce que je pense des célébrités d'Hollywood et autres, vous savez. Mais néanmoins, c'est quand même une femme qui était à Paris, hein, la capitale du glamour, la capitale de la mode, la capitale du luxe,
qui s'est retrouvée prise en otage. On lui a volé ses bijoux. Elle a cru que sa dernière heure était venue, n'est-ce pas? Donc, ça crée, hein, parce que cette femme, là où elle apparaît, hein, il fallait voir, elle, montant avec sa forme en amphore, un petit peu exagérée pour être honnête, mais bon, on se comprend, ça attire les caméras. Ça attire les caméras. Il y avait des journalistes du monde entier qui étaient là. Tout le monde était là, en train de prendre des photos. Et ces photos vont finir où? Dans des articles, dans les papiers, sur Internet, sur les chaînes de télévision, mainstream et autres. Et on dira quoi? Kardashian était à Paris pour son procès, pour l'affaire du kidnapping. Et puis, à propos, la semaine dernière, ils ont kidnappé des gens, et puis aujourd'hui, ils ont tenté aussi de kidnapper des personnes qui ont hurlé par terre. La femme était enceinte, et elle a hurlé, et tout ça, et puis les ravisseurs ont pris la fuite. Vous voyez la réputation que ça fait? Vous savez ce que pèse le tourisme en France? Je vais dire, j'ai l'impression que les autorités ne donnent strictement pas d'importance. On les a vus. Alors la police, je ne veux pas entendre ça. La police va nous dire, ouais, mais de toute façon, on n'a pas les effectifs, on n'a pas les moyens, il suffit juste de nous donner les moyens et on fait le nécessaire. Mais faire le nécessaire à quoi? Je veux dire, on les a vus faire le nécessaire durant le Covid. Hein? Il y avait de quoi envoyer. Pour une personne assise dans une plage, il y avait de quoi envoyer une brigade canine, 2 cars de CRS, un hélicoptère, un lance-missile, une corvette. Bon, ils n'ont pas ça à la police, en tout cas pour le moment. Mais je veux dire, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Et aujourd'hui, soudainement, là, il n'y a plus personne. Il y a la justice également. Il y a la justice. C'est vrai qu'il y a plein de flics qui te disent moi, nous, tu sais, nous, on ne les porte pas dans notre cœur, les voyous, les bandits, tout ça, mais ça ne sert à rien d'agir parce que de toute façon, ils seront relâchés, on est impuissants. Nous, on n'est pas la justice, nous, on est la police. On fournit ces gens à la justice, mais la justice les relâche tout de suite. On fait quoi? Donc, on a aujourd'hui des syndicats en France, comme on en a aujourd'hui au Royaume-Uni. D'ailleurs, au Royaume-Uni, ils sont même plus avancés qu'en France. Ils avouent clairement qu'ils font de la discrimination. Ils avouent clairement qu'ils tiennent compte de l'ethnie, ils tiennent compte de l'orientation de genre, ils tiennent compte du passé, tout ça. Enfin, il y a plein de choses dont ils tiennent compte, mais le résultat net, c'est que le criminel, il va sortir le plus vite possible. Alors, ce qui est inquiétant, c'est réellement cette escalade dans l'horreur et qu'aujourd'hui, on a des bandits qui commettent des actes de kidnapping. Vous savez que dans de nombreuses juridictions, aux États-Unis, dans certains États, alors je ne sais pas si c'est toujours actif ou pas, mais dans certains États, vous savez, la loi Lindbergh. Lindbergh, c'est un pilote qui était devenu célèbre parce qu'il était le premier à avoir traversé l'Atlantique à bord d'un monomoteur. Donc le gars, il a traversé l'Atlantique, est devenu célèbre, tout ça. Donc son histoire a attiré un petit peu l'attention des mauvaises personnes. Et on a tenté de kidnapper son enfant pour pouvoir justement le faire cracher une rançon. Et donc le gars qui a kidnappé l'enfant, donc il a mis une échelle contre la fenêtre, monté, et puis bon, il semblerait, l'enfant est mort, pour tout vous dire. Hein. Les détails, on les saura peut-être vraiment jamais, n'est-ce pas? Mais l'enfant a été tué durant le kidnapping. Vous voyez le truc? Une fois qu'on a ce genre de choses, la société civile, la justice doit réagir avec fermeté. La loi Lindbergh, c'est les gens qui kidnappent, je crois qu'ils étaient condamnés à mort. On peut se faire condamner à mort pour kidnapping. Tellement c'est sérieux. Je vais dire, là, j'ai l'impression que personne ne prend la mesure. Et si rien n'est fait, la France va finir comme le Salvador, avant la prise en charge. Parce que là, le Salvador, il a été pris en charge récemment, avec des prisons aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que c'est des modèles des droits de l'homme. C'est pas des prisons où tu as des cours de tennis, où tu as des tablettes, où tu as la télévision, et des choses comme ça. Donc c'est clair. Les mecs, là-dedans, ils savent qu'ils vont probablement mourir entre 4 murs et que l'humanité les a déjà oubliés.
que jamais ils sortiront, que leur vie entière, quand ils marchent pliés en deux, la tête en bas, toute leur vie, jusqu'à leur mort. Je vais dire, bon, voilà, mais ce qu'on perd en droit, mettons, en droit du détenu, on le gagne en efficacité. Aujourd'hui, le Salvador est plus sûr que beaucoup d'endroits en France, par exemple. Voilà. Enfin, ce qui est... si rien n'est fait, voilà, je vous dis tout de suite, si rien n'est fait, la France va finir comme l'Amérique latine, c'est tout. Et même pas comme les pays propres de l'Amérique latine, mais comme les pays les moins contrôlés et contrôlables de l'Amérique latine. Voilà. C'était juste pour formuler cet avertissement que je suis là. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Voilà. Et j'ai juste l'impression que chaque fois qu'on plonge dans l'horreur et on se dit « c'est bon, on a atteint un niveau, je vais dire plus bas que ça, tu peux pas », eh bien non, il y en a encore. Voilà. Enfin, à très bientôt mes amis, on se voit dans une autre vidéo. Europe 1, je voudrais qu'on revienne sur les mots très forts prononcés par Thibault de Montbrial, qui dit en substance, pour pas que la France dégringole. On est sur un plateau, c'est ce qu'il expliquait, j'explique aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent, on est sur un plateau au niveau de la délinquance. On peut chuter et tomber dans une situation telle que l'on a pu le connaître ou qu'on le connaît en Amérique du Sud. Il dit, il va falloir, mais tuer des voyous. C'est très fort ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des politiques, des hommes et des femmes politiques qui pourront l'assumer ? Véronique Jacquier. Il dit il va falloir tuer des voyous parce que, attention, il faut nuancer quand même. Les policiers et les gendarmes ne vont pas faire ça de gaieté de cœur et ne vont pas le faire parce qu'il faut le faire. Bien Ils sûr. vont le faire en état de légitime défense. Bien mais sûr. Ce qu'il dit, c'est comme les voyous sont tout le temps en train de tester plus fort et en allant toujours de plus en plus loin l'État, oui, il y a un moment où il va falloir que physiquement nous tenions le coup et que nous nous opposions à ce qu'ils sont en capacité de faire, c'est-à-dire pourquoi pas éventuellement tirer sur les forces de l'ordre. On l'a déjà vu. Et c'est ce qu'il disait quand il terminait son entretien, c'est-à-dire il faut un choc d'autorité qui passe en premier lieu par le soutien administratif policier et politique et judiciaire pour les policiers et les gendarmes, alors que là ils sont en permanence désarmés, c'est-à-dire que quand ils sortent leur pistolet pour tirer sur un trafiquant de drogue, ils se disent oulala, je vais devoir justifier de mes actes. Mais en fait c'est une volonté politique, c'est même pas, et c'est ce qu'expliquait Thibault de Montbrial, ce n'est même pas au niveau des forces de l'ordre que ça se joue au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut une impulsion politique. Les hommes et les femmes politiques craignent que les situations flambent, craignent de donner effectivement cette possibilité aux forces de l'ordre. Ça vient de plus haut, c'est pas que les forces de l'ordre. C'est carrément ça, vous avez parfaitement raison. C'est une question de doctrine. Il y a la doctrine du maintien de l'ordre. De fait, tout ça, ça vient d'en haut, ça vient des préfets, et les préfets eux-mêmes, ils viennent de l'exécutif. Par conséquent, c'est pas le policier ou le gendarme de lui-même qui va se dire tiens, aujourd'hui je vais changer ma doctrine et utiliser différemment mon arme de service. C'est l'État, par le législateur, par la loi, qui va changer les choses. C'est pour ça d'ailleurs que Thibault de Montbrial disait à raison que ça dépend aussi des majorités législatives. Actuellement, il n'y a a priori pas de majorité pour mettre en place ce type de mesures. Mais c'est une vraie question, et c'est une question qu'on ne pose pas assez, c'est de dire quelle doit être la doctrine de maintien de l'ordre que nous devons adopter en France. Parce que ça varie selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, si vous avez un type qui sort de lui avec un tournevis et qui menace la police, on va considérer que le policier, il est en état de légitime défense, il peut descendre le bonhomme en face de lui. Nous, en France, on a un autre usage. D'abord aussi parce qu'en France, les armes à feu ne sont pas légalement en circulation. Et on avait un usage plus soft où l'arme létale arrive en dernier cas. Moi, je suis plutôt favorable à cette tradition française-là. Maintenant, il faut l'adapter parce que la situation dépeinte par la plupart des experts en sécurité, et Thibault de Montbrial en fait partie, démontre qu'on est quand même en France dans une situation très dangereuse de flambée de la criminalité, de flambée de la violence, où les délinquants, les trafiquants de drogue par exemple, sont de plus en plus violents, sont armés, disposent de kalachnikov, etc. Donc il faut pouvoir riposter. Et on ne va pas riposter avec un taser, une matraque télescopique ou une bombe lacrymogène. Donc il faut une gradation, il faut monter. Je ne sais pas si je l'aurais formulé comme lui en disant qu'il faut en passer par tuer. Je pense qu'il peut y avoir des bavures, qu'il faut être du côté des policiers quand ils y sont pour rien, et quand ils sont les auteurs de la bavure et qu'ils ont quelque chose à se reprocher, il faut que l'IGPN puisse
faire son travail aussi, donc il faut être modéré aussi. Mais effectivement, il va falloir monter la pression parce que le monopole de la violence utilisant légitime... des armes que nous avons, des armes législatives, que nous avons à notre disposition. C'est ça qu'il explique, Thibault de Montbrial. Mais c'est une volonté politique, une volonté Thibault de Montbrial, politique. il dit il faut retrouver une détermination. Voilà ce que dit Thibault de Montbrial. Il faut retrouver une détermination. Et où j'apporterai un bémol par rapport à ce que vient de dire Paul Melun, je ne parlerai pas de doctrine, je parlerai de stratégie assumée. C'est-à-dire que la doctrine, c'est quelle que soit la doctrine, on fait en sorte qu'elle s'applique à une situation, mais on a une doctrine, donc ça reste quelque chose d'intellectuel et dans le mental. Là, me semble-t-il, il faut une stratégie de terrain. Et finalement, on s'adapte au terrain. Et là, la stratégie, de fait, il faut qu'elle soit assumée parce qu'on se rend compte, et on a entendu Bruno Retailleau, qui était en déplacement tout à l'heure dans le quartier de Pissevin à Nîmes, qui a coché toutes les cases pour tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il fallait faire pour lutter contre le narcotrafic, les trafiquants de drogue, etc. Il a listé d'ailleurs la saisie des kilos de drogue dans le quartier Pissevin. Il a aussi dit combien de commerces avaient été fermés, etc. Les interpellations, bon, très bien. Le ministre de l'Intérieur, là-dessus, il coche toutes les cases. Mais où je rejoins Thibault de Montbrial, c'est qu'il manque... alors, on a un ministre de l'Intérieur déterminé, mais il manque le truc en plus dans la détermination, c'est-à-dire vraiment, au point où nous en sommes, si nous ne voulons pas dégringoler plus bas, effectivement, vous l'avez dit Pascal, on est sur un plateau, eh bien pour pas dégringoler plus bas, il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire instaurer ces fameux états d'urgence qui concerneraient certains territoires. Et donc par exemple, on peut dire état d'urgence à Pissevin et dans 2 ou 3 autres quartiers extrêmement chauds de France pour reprendre possession de ces territoires, pour acter la reconquête. Ce que dit Thibault de Montbrial, et c'est là que les hommes politiques et les femmes politiques ne le suivent pas, c'est que forcément ça va être chaud, hein. Il va y avoir des émeutes, hein, et ça va être sanglant, et ça peut durer quelques semaines. Alors, qui, là, au gouvernement, a le courage de se fronter à ce type de situation, en sachant que vous n'êtes pas forcément soutenu par le Premier ministre et par le Président de la République, et en plus sans majorité. Donc par les temps qui courent, c'est compliqué. Oui, mais il y a une situation d'urgence. Et je pense que voilà, Thibault de Montbrial a été clair. Et quand on voit, les résultats des sondages, mais les Français adhèrent. Quand vous posez la question aux Français, ils adhèrent. C'est juste qu'il y a une volonté politique. Il a raison, Thibault de Montbrial. Qui est victime? Qui sont les premières victimes des trafiquants de drogue, de l'ultraviolence? Ce sont les populations les plus faibles qui vivent au milieu de tout ça. Donc il faut les protéger en premier. Il faut les protéger en premier. L'État ne fait pas son travail. C'est un État faible. Et l'État a perdu, effectivement. Ils n'ont pas peur, les trafiquants. Les voyous qui sont surarmés. Des vidéos YouTube, même. Les vidéos YouTube, ils filment leurs méfaits. Mais vous dites sur les classes populaires est très juste, et moi ça me désole d'autant plus que la gauche est absente du débat sur la lutte contre la sécurité, et que, mis à part peut-être le maire de Bordeaux, M. Urmic, qui a dit je vais armer ma police municipale, il est passé pour un néofasciste aux yeux de ses collègues écologistes, parce que c'était une mesure de bon sens que la population demandait. Mais vous avez raison, la souveraineté populaire, enquête d'opinion après enquête d'opinion, on voit bien que les Français aspirent à plus d'autorité, à plus d'ordre, et à ce qu'il y ait véritablement un changement en termes de traque de la délinquance. Gérald Darmanin disait qu'il n'y avait plus un endroit en France où on était en sécurité. Mais on arrive, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, il n'y a plus d'endroit safe en France. Donc quand même, un ancien ministre de l'Intérieur qui parle de la sorte, on arrive au bout du bout. Mais je prends l'exemple du quartier Pissevin à Nîmes. Dans les années 60, c'était le nec plus ultra d'habiter dans ce quartier-là. C'était ce qu'on faisait de mieux en termes de confort, en termes de... Il y avait des galeries avec des boutiques de luxe, etc. Ça a commencé à se dégrader au début des années 80, avec instauration d'une nouvelle population, d'une nouvelle clientèle, et les maires qui n'ont pas pris à l'époque le sujet au sérieux. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une responsabilité des politiques, et voilà où nous en sommes. J'ai grandi avec l'idée de la souveraineté. Pour moi, s'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de pays, aussi simple que cela. Et la preuve, c'est que, je vais dire un truc, quand je parle de Frexit, ou je parle de Brexit, je fais quoi? Je utilise des arguments, je critique, alors qu'au fond de moi, franchement, l'Union européenne aurait été l'union parfaite, aurait apporté que des bienfaits, du bien-être. J'aurais été contre l'Union européenne. Pour moi, si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas de pays. On est dilué quelque part, et puis on ne pourra jamais faire ses choix de manière libre, les choix pour l'intérêt de son peuple. Donc tu n'en penses que du mal de l'Union européenne, en dépit de, comme tu disais, des potentiels peut-être effets bénéfiques qu'elle aurait pu apporter? J'en pense que du mal. En réalité, c'est pour moi le grossiste des souverainetés. C'est une organisation qui prend les souverainetés et puis qui va
les donner à des... Bah, ils osent parler d'une souveraineté européenne. Ça n'existe ça n'existe pas. pas. Les Européens se sont entretués pendant des siècles. Je veux dire, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont inventer une souveraineté européenne.